Merci beaucoup, Gérard. Pourquoi, à l'occasion d'un colloque intitulé « Civilisé », vous parlez d'Huxley? Parce qu'il est, avec quelques autres, le penseur d'une illusion et d'une illusion fort tenace. Celle qui consistait à croire que la rationalité scientifique, comme une sorte de souveraine rationalité, apporterait paix et union à l'humanité. Hélas, le mal n'est pas venu déposer les armes sur l'autel de la raison, comme nous l'a appris le XXe siècle. Et on assiste aujourd'hui à un redoublement de cette illusion. En tout cas, ça, c'est ce que j'écrivais il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler beaucoup sur Huxley. C'est doublé aujourd'hui avec l'assomption du point de vue subjectif d'une méfiance de la science, là où on aurait besoin d'elle. Mais on ne peut pas débattre de tout à la fois. En effet, la science s'est emparée des grands moments de l'expérience humaine, naissance, mort, transmission, en tout cas la technoscience, et la technoscience défigurée par l'économie, défigurée par le marché. Grands moments autrefois dévolus à de grands récits qui nous équipaient pour les vivre et nous menacent de mutation. Je vous dis naissance, mort, transmission, jusqu'à produire cet incroyable retournement au début de la vie des embryons congelés, à la fin de la vie des cadavres chauds. Comme nous ne pouvons renoncer ni à notre raison, ni à la science, ce fleuron de la culture qui est devenu aujourd'hui une menace pour la culture, paradoxe terrible, je vous propose de nous aventurer dans cette dystopie de génie. 3 immenses romans jalonnent le XXe siècle, en fait sa première moitié, Nous autres d'Eugène Zamyatin en 1920, Le meilleur des mondes de Huxley en 1931 et naturellement 84 de Orwell en 1949. Chacun de ces romans décrit un monde assujetti à la raison, un monde dans lequel la raison a triomphé du mal, une sorte de paradis philanthropique, ruisselant de bienfaits, et chacun de ces romans met en scène l'amélioration des sociétés humaines, voire de l'espèce humaine, nous y sommes aujourd'hui, par la raison scientifique, opératoire et fonctionnelle. Or, chacun de ces auteurs pousse un cri de mise en garde qui signifie « n'y allez pas ». C'est un mal irréversible, ce bien est une monstruosité. On aura besoin de toute la finesse d'un Huxley pour pouvoir penser un mal dans ce bien qu'est la science. Ces ouvrages répondent aux utopies des siècles précédents, utopies qui ont trouvé leur apogée dans l'illusion positiviste, donner le bonheur rationnel par le progrès des sciences et le bon usage de la raison, et l'abandon de toutes les inhibitions, c'est ce qu'écrira Huxley dans la préface de son ouvrage, laborieusement conquises par les civilisations. Ces romans sont chacun à leur manière une allégorie sur la dépsychisation, forme annoncée de la mutation que nous sommes en train de vivre. On peut mettre ces dystopies, en relation avec les utopies des siècles précédents, celle de Bacon au XVIIe siècle, celle de Condorcet au XVIIIe, vibrante, prodigieusement touchante, mais vibrante d'exaltation, et celle de Renan au XIXe. Je vous recommande la lecture des dialogues philosophiques consacrés au gouvernement de l'humanité par les savants, mais la paix scientifique exigeant la disparition de rien moins que le corps, ses humeurs et ses passions. Ce que certains transhumanistes aujourd'hui reprennent en faisant le pari d'une vie digitale. Par exemple, ils écrivent « Au connais-toi toi-même » de Delphes doit succéder le « conçois-toi toi-même » ou encore ils disent « Quittons ce corps de viande ». Le métal, au moins, c'est du solide. Voilà ce qu'on trouve dans les propos transhumanistes.
Ces romans ont un statut mélancolique de bouteille à la mer, adressé aux contemporains, à la postérité, que leurs auteurs n'ont pu rédiger que sous forme de fiction. Accordez, s'il vous plaît, toute votre attention à ce point. S'agissant de transmettre la face noire de la raison, expliquer, démontrer, conduit vite à un rapport persécutant, voire paranoïaque, et finalement, ça reconduit cette face obscure. Tous trois ont choisi de voiler et d'éclairer leur dire. Il parle à la chatte du boulanger. Quelque obligation intérieure les a contraints à une sorte de mise en mythe du sens, à revêtir par la fable un sens à la fois entreaperçu et tenu secret, à donner finalement un statut sociopolitique au mode allégorique. Évidemment, que la raison soit dangereuse est un scandale. Comment faire la critique de ce qui peut habiter la science sans s'exposer à l'accusation d'obscurantisme et être renvoyé à une position défensive? Est-ce possible? Et sous quelle forme? Il en était question d'une autre manière ce matin. Mais je suis très frappée par le fait que ceux qui s'y sont risqués n'ont pu le faire que sous une forme fictionnelle, c'est-à-dire de science-fiction, comme si, en effet, la raison ne pouvait se fonder que hors d'elle-même. Toute, elle confine au délire. Pierre Legendre parle de creuset délirant de la raison. Olivier Rey, ici présent, parle de socle mythique de la logique. C'est la fonction des mythes, des religions et des arts de porter à la parole ce creuset délirant pour en désamorcer les aspects dévastateurs, pour les civiliser. C'est sans doute ce que Freud a lui aussi entreaperçu en soulignant les aspects communs entre le scientifique et la conviction paranoïaque d'être le seul détenteur d'une raison majuscule. Un auteur mort depuis peu, Michel Thibon-Cornillon, parlait, lui, de raison militante. Pierre Thuillier, philosophe des sciences, insoupçonnable d'obscurantisme, dans son dernier ouvrage, au terme d'une carrière universitaire des plus classiques, s'est trouvé lui aussi pris dans cette contradiction. Et son dernier ouvrage est un récit, un conte, qui se nomme « La grande implosion », rapport sur l'effondrement de l'Occident, et il y interroge avec méfiance le culte occidental de l'objectivité et conclut à la mutilation symbolique de la civilisation. Ces ouvrages, Lacan témoignera lui aussi à son tour dans le séminaire sur l'éthique de surprenantes intuitions. Il écrit « Au long de cette période historique, le désir de l'homme s'est tout simplement réfugié dans la passion la plus subtile et aussi la plus aveugle, comme nous montre l'histoire d'Oedipe, la passion du savoir. C'est celle-là qui est en train de mener un train qui n'a pas dit son dernier mot. C'est un fait qu'ils se sont laissés faire, que la science a obtenu des crédits, moyennant quoi nous avons actuellement cette vengeance sur le dos. Chose fascinante, mais qui, pour ceux qui sont au point le plus avancé de la science, ne va pas sans la vive conscience qu'ils sont au pied du mur de la haine. De la haine, alors, dans ce monde pacifié, on n'est pas au bout de nos surprises. Ces ouvrages, c'est donc dans leur génie métaphorique qu'il faut les entendre, en mettant l'accent sur quelques thèmes, la place prépondérante faite au scopique, le traitement de la sexualité, celui de la filiation, celui du langage. Dans sa préface, Huxley nous prévient avec une belle fermeté, c'est uniquement au moyen des sciences de la vie que la qualité de la vie pourra être modifiée radicalement. Il écrit « La révolution véritablement révolutionnaire se réalisera non pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme et la chair des êtres humains. » Et puis, surprise ou profondeur de pensée, il est question, dans cet univers aseptisé, de Sade. Il écrit
Sade se considérait comme l'apôtre de la révolution véritablement révolutionnaire, au-delà de la simple politique et de l'économique, de la révolution des hommes, des femmes et des enfants individuels, dont le corps allait devenir désormais la propriété sexuelle commune de tous et dont l'esprit devait être purgé de toutes les connaissances naturelles, de toutes les inhibitions laborieusement acquises de la civilisation traditionnelle. Les gens qui gouvernent le meilleur des mondes ne sont pas des fous. Leur but n'est pas l'anarchie, c'est la stabilité sociale. Et c'est afin d'assurer celle-ci qu'ils effectuent par des moyens scientifiques la révolution ultime, véritablement révolutionnaire, que je nomme, faute de mieux, dépsychisation. Dans l'utopie de Renan, plus de corps, chez Huxley, des corps à l'inconscient vide, c'est l'articulation psyché-soma qui est visée ou qui est impossible. Donc, aimant la science, au fait de toutes les découvertes de son temps, Huxley nous annonce pêle-mêle les bébés éprouvettes, le mot parent devenu obscène, imprononçable et refoulé depuis l'apparition de l'ectogénèse, la promiscuité sexuelle, chacun est la propriété sexuelle de tous, l'anéantissement de la filiation. Les offices de chanterie, c'est une religion pornographique, le monde du meilleur des mondes, où l'on célèbre la messe du tout en un et les offices de solidarité où se perd la pensée, dissoutes dans le slogan. Alors les offices de solidarité, quand on a, comme moi, tant travaillé sur le langage de la bioéthique, ça fait un peu frémir parce que c'est le maître mot dans le discours inimitable de la bioéthique pour désigner la mise dans l'échange des organes ou des gamètes. Le don de gamètes de la solidarité, l'allocation d'utérus de la solidarité, les bébés médicaments de la solidarité, de vie non advenue, de la solidarité transgénérationnelle en quelque sorte. C'est véridique. Un avis du Comité consultatif national d'éthique en parle dans ces termes. François Jacob plaisantait, il disait « On pourra enfanter sans partenaire, sans plaisir, sans spermato. Peut-être aura-t-on la paix dans le monde. » Dan Habib nous disait ce matin combien, chez nos très lointains ancêtres, la sexualité était connue comme étant problématique. Donc, retirez la sexualité, rendez-la indifférente, vous aurez la paix. Plus d'autres, ni d'attraction, ni de pulsion, la pacification par la science. Une jeune fille à qui un prof de littérature avait demandé que veut un savant, avait répondu par écrit « Un savant veut la guérison de l'espèce », avec 2 R. L'inconscient en sait quelquefois plus long que le savoir raisonner. Donc guérir avec 2 R l'humanité, mais de quoi ? Huxley saupoudre son ouvrage de mots à identifier et à résoudre. Je vous prie d'écouter attentivement ce qu'il écrit. Notre Ford ou notre Freud, il ne manque pas d'humour, comme pour quelque raison impénétrable, il lui plaisait de s'appeler, chaque fois qu'il parlait de questions psychologiques, notre Freud avait été le premier à révéler les dangers épouvantables de la vie de famille. Le monde était plein de pères et était par conséquent plein de misère, plein de mères et par conséquent plein de toutes espèces de perversions, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté. Plein de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folie et de suicide. Je requiers à ce moment toute votre attention. Pourquoi, dans ce monde dominé par le triomphe de la rationalité instrumentale, celle-ci ne s'oppose-t-elle pas à l'irrationnel, aux croyances, aux superstitions, mais s'acharne contre la filiation, agit comme si celle-ci était son pire ennemi. Comment ? Dans le meilleur des mondes, les enfants ne sont ni conçus ni engendrés, ne naissent pas mais sont décantés,
Le mot parent est devenu obscène, les relations indifférenciées, les enfants et les adultes confondus. On trouvera de fortes pages sur l'éducation sexuelle des enfants, réprimandés s'ils ne se livrent pas à leur quota de jeux érotiques. Voyez ce qui se déroule aujourd'hui au nom de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que ça peut faire avec qui tu couches ? Ça, ce sont les documents que je tiens d'intervention scolaire au nom de l'éducation sexuelle. Un autre, choisir ton sujet de rédaction, c'est bien. Choisir ton sexe, c'est mieux. C'est de l'officiel. Oui. Non pas comme on pourrait le prétendre aujourd'hui pour éviter le retour d'un vieil ordre moral, mais chez Huxley, l'arasement des différences est un point essentiel de la pensée. Alors, comment est-ce que Huxley s'attaque à l'embarrassante question de ce qui fait notre origine ? Je vous dis en passant que ce qui m'a amené à ces travaux sur Mary Shelley et son Frankenstein, sur Huxley et le meilleur des mondes, c'est les travaux que j'ai consacrés à l'avènement de la fécondation in vitro. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais simplement pour vous dire qu'à côté de ce qui se donnait comme un progrès scientifique, je l'ai travaillé sous la forme de ce que c'est aussi, c'est-à-dire la désexualisation de l'origine. Je vous lis un passage d'Huxley qui concerne le lointain passé vivipare de l'humanité. Il forme des étudiants et il leur dit « Il était une fois, alors que notre Ford était encore de ce monde, un petit garçon qui s'appelait Ruben Rabinovitch. Ruben était l'enfant de parents de langue polonaise. Vous savez ce que c'est ? Une langue morte, répond un étudiant comme le français et l'allemand. Et parents. Et à ce moment-là, gêne et confusion chez tous les étudiants. Ils n'avaient pas encore appris, écrit Huxley, à reconnaître la ligne de démarcation importante, mais souvent fort ténue, qui sépare l'ordure de la science pure. Le directeur reprend, auprès d'étudiants éperdus de confusion. Eh bien, autrefois, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tombe avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science, en se penchant sur sa chaise, ce sont là gravement des faits désagréables, je le sais, mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables. Je vous dis au passage que dans ma lecture de ces dystopies, ni Huxley ni Orwell ne vont jusqu'au déni de la différence des sexes. La radiation dans la loi des mots de père et mère, aujourd'hui de monsieur et madame, nous y sommes, mais Huxley ne l'a pas envisagé. Quand il tourne en dérision le mot parent, jamais il ne va jusqu'à imaginer que ceci puisse être neutre, être autre chose qu'un homme et une femme. Et quand Orwell écrit de moins en moins de mots le langage rongé jusqu'à l'os, il ne pense pas, lui non plus, à la suppression des mots de père et mère. Il ne va pas jusqu'au déni ultime, celui de la différence des sexes. Il tournera cependant autour de cette question la Ligue anti-sexe des juniors, militant avec violence, non pas pour la liberté de la sexualité, mais pour son abolition, témoignent que la sexualité, les différences, gênent tous les totalitarismes aux entournures.
Huxley continue, il fallut s'attaquer à la monogamie, des mères, des pères, des frères, des sœurs. Il y avait aussi des maris, des épouses, des amants. Il y avait aussi la monogamie, les sentiments romanesques, partout le sentiment de l'exclusif, la concentration de l'intérêt sur un seul sujet, une étroite canalisation des impulsions et de l'énergie. Aujourd'hui, chacun appartient à tous les autres. Il fallut donc détruire le passé, d'abord avec les moyens connus, mais en fin de compte, on se rend compte de l'inefficacité de la violence et on emploie des méthodes plus lentes, mais infiniment plus sûres, de l'ectogenèse et du conditionnement. Il fallut, écrit-il, une propagande intensive contre la révolution vivipare, accompagnée d'une propagande contre le passé, fermeture des musées, destruction des monuments historiques, suppression de tous les livres publiés avant l'an 150 de N.F. Notre Ford ou Notre Freud, comme on veut. Couper toutes les croix pour en faire un T. C'est très troublant d'entendre ça à l'époque du wokisme. L'ectogenèse, écrit-il, posa des problèmes parce qu'il y avait quelque chose appelé le christianisme. Il fallait que les femmes continuassent à être vivipares. Il y avait une chose appelée Dieu, avantageusement remplacée par le gouvernement mondial, les cérémonies du jour de Ford, les chants en commun et les offices de solidarité. Il fallut vaincre la vieillesse. À présent, voilà le progrès. Les vieillards travaillent, les vieillards pratiquent la copulation, les vieillards n'ont pas un instant à arracher au plaisir, pas un moment pour s'asseoir et penser. Il fallut se prémunir contre les fléchissements affectifs. Le soma fut le médicament parfait. Marie Balmary vous disait ce matin que le meilleur médicament pour un être humain, c'est un autre être humain. Huxley propose le soma, tous les avantages du christianisme et de l'alcool, aucun de leurs défauts, écrit-il avec drôlerie. Vous vous offrez un congé hors de la réalité chaque fois que vous en avez envie et vous revenez sans le moindre mal de tête ni la moindre mythologie. Comment ne pas penser bien sûr au narcotrafic. Il fallut, pour consolider le lien social, trouver quelques slogans, version anticipée de notre langue de bois, ingrat matant vous rend content, euphorique, narcotique, agréablement hallucinant. Un autre slogan indépassable, la stérilisation, c'est la civilisation. Pierre angulaire de l'édifice, les offices de solidarité et la messe du tout en un. Sentez venir à vous le grand être des jours, réjouissez-vous, mourez dans cette foi, fondez aux accents des tambours, car je suis vous, vous êtes moi. On n'a pas cessé de vous parler de la dédifférenciation. À la fin de son ouvrage, Huxley abat ses cartes. Là où je trouve qu'il est d'une extraordinaire pertinence, c'est qu'il écrit il n'y a plus de science dans le meilleur des mondes. Il n'y a plus de science non plus. La science a tari sa source obscure. Il n'ignore pas ce paradoxe que la science, ce fleuron de la civilisation, détruit celle-ci, c'est ce qui semble arriver aujourd'hui, en lui portant des coups venus de l'inconscient le plus archaïque. Une certaine raison engendre donc un monde de répétitions mortifères dont les habitants ou l'inconscient vide. La normopathie est asprie. Quelle raison ? La raison instrumentale, celle qui dispose des preuves, du visible, de la répétition de l'expérience, de la mathématisation. L'autre raison, comment la nommer ? La raison humaine, la raison relationnelle, celle dont il s'agit non pas de se targuer mais de vivre,
s'appauvrit de toute preuve, entre en conflit avec les exigences du corps et de la relation, avec les apories du désir. Le tourment de la raison, dont Pierre Legendre dit qu'elle torture les sociétés humaines, semble ne pouvoir s'apaiser que dans la réduction tangentielle du sujet humain à l'objet, à la chose. La société occidentale s'étouffe dans ce positivisme aveugle. C'est donc la vie de la représentation qui est détruite, asséchée, en annulant le pourquoi au principe de toute pensée. La vie de la représentation, d'où procède la structuration du monde par les mots, son assignation à l'empire du sens. Ce monde pourrait bien tendre à celui d'un réel menaçant, nommé par Lacan, pris entre le trop, l'inflation des signes, et le trop peu, le déficit symbolique. Pierre Legendre, lui, parle de dépeçage scientifique des civilisations par exonération de ce qu'il nomme le noyau atomique de la culture. Je suis contrainte de passer beaucoup de choses que je souhaitais vous dire faute de temps. Le droit, aujourd'hui, peut-il endiguer de telles pressions techno-économiques articulées à de telles pulsions épistémophiliques? La tradition occidentale du droit se heurte à une position moderne qui, bureaucratie et technocratie aidant, ne voit dans le droit qu'un outil de pure gestion sociale. Or, les questions posées ne peuvent naturellement être traitées sans comprendre le moins du monde ce qui est en train de se passer. Les pulsions étant ce qu'elles sont, si nous ne pouvons pas bien sûr renoncer à notre raison, c'est surtout de contenants que nous avons besoin, de ceux auxquels s'attache le patient, laborieux et incertain travail de civilisation, le Kulturarbeit, si cher à Freud. À ce moment-là, je voudrais partager avec vous la remarque d'un auditeur qui m'avait dit quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant à l'occasion d'une conférence. Il m'avait dit la pulsion épistémophilique, le désir de savoir, faite selon Freud de deux sous-pulsions, pulsion d'emprise et pulsion scopique, voir et maîtriser. Aujourd'hui agissante, puisque avec son lien indissociable avec la technique, cette personne m'avait dit la pulsion épistémophilique est la seule pour laquelle la civilisation n'exige pas de renoncement. Huxley nous montre combien le scientisme risque de véhiculer la déraison, événement comparable à une conversion religieuse de masse, la foi technologique. Mais Dieu nous avait conduits au Verbe. Son absence risque de nous laisser bien seuls avec le chiffre. Les jeunes égarés aujourd'hui, qui déboulonnent des statues, cherchent leur identité en refaisant tout des identités transmises et en cherchant une pureté qu'ils ne trouveront pas, sont aussi les enfants du paysage contemporain. Ils sont les enfants du père enterré, de la mère découpée en tronçons, génétique utérine porteuse de substitution, du clonage, ce symptôme qui déclencha le crime contre l'humanité, qui dit assez l'attraction vers le même et notre embarras avec la question de l'altérité, du bébé né après 27 ans de congélation au stade embryonnaire et de tant d'autres étrangetés contemporaines qui révèlent le désir de masse d'aujourd'hui. Et si ceci avait à voir avec cela? Pourquoi tout cela aujourd'hui? Quel grand récit, conte, mythe, mise en scène de l'humain nourrissent-ils les idéaux politiques discrédités, les discours religieux tenus pour obsolètes, pour dire et chanter l'homme, la femme, soutenir le qui sommes-nous, qui n'est pas une question secondaire pour les êtres humains. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monette. Tu as toujours été à la pointe vigile dans le milieu psychanalytique, c'est ça, comme ça que je t'avais identifié, reconnu, comme disait Isaïe, je cite la Bible depuis ce matin, veilleur où en est la nuit, veilleuse où en est la nuit, c'est t'étais rivé sur ce qui était en train de se passer dans le langage et dans les pratiques médicales au départ, je me souviens, et que tu développes, et sur laquelle tu as fait ton continuum de vigilance, d'existence, et on en témoigne encore aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment très précieux ce travail que tu mènes. En rebondissant sur un peu ce que tu viens de dire, et avant de laisser la place à Alain Petit, pardon, pour la discussion avec toi, j'avais pas fait attention au fait que dans le discours transhumaniste, il était question de complètement effacer le corps pour le remplacer par l'acier. Mais tu sais que c'est exactement le programme des futuristes italiens au moment où ils versent dans le fascisme, l'authentique fascisme, pas celui de la doxa ordinaire dans les hyperboles absolument ridicules qui font que n'importe qui est fasciste à n'importe quelle occasion et pour n'importe quoi. Dès qu'il fronce un peu le sourcil, on se fait traiter de fasciste. Mais là, le vrai fascisme italien, les futuristes faisaient un culte de l'acier de la même façon. C'est-à-dire que l'homme se réalisait dans l'acier et dans l'enveloppe d'acier. C'est un discours du futurisme italien. Donc, il y a des constantes quand même. Et il n'y a pas une telle profusion d'images métaphoriques à disposition pour les humains. C'est vrai. Alors, la deuxième chose, parce que tu as fait l'énonciation des trois grandes figures de Samiatine, Orwell, Huxley, qui sont les trois grandes figures du XXe siècle, comme tu l'as justement dit, anticipées par ton travail sur Marie Shelley initialement. Je me permets d'en rajouter deux autres, sur lesquels on a déjà eu quelques échanges, mais sur lesquels le travail est à faire encore. C'est du côté de la science-fiction Philippe Cadic, que je trouve est un grand explorateur. Et puis, du côté d'une littérature qui observe le passé pour penser ce qui advient. Hermann Broch. Somnambule. Les somnambules, c'est quand même quelque chose d'inouï, pas seulement du talent et de la pensée, mais la démarche. C'est-à-dire qu'il va traquer l'Allemagne bismarckienne, ce qui est en train de s'annoncer et qu'il voit venir du nazisme. Et il est à cet endroit-là. C'est quand même deux auteurs avec lesquels, en plus de ceux que tu as cités, on devrait cheminer. Voilà. Alain ? Merci. Monette, merci pour cette conférence absolument éclairante. Moi, je voudrais, pour introduire la discussion, revenir juste sur deux points. Je laisse de côté le statut du dystopique, l'importance de l'allégorie, ça c'est effectivement, quant au genre, en quelque sorte, c'est important. Il y a des paradoxes qui sont intéressants, en particulier l'avènement d'une religion. À partir de ce qui pourrait être une sorte de devenir monstrueux du positivisme. Le fait qu'on fasse table rase de l'origine, et le second point qui recoupe un point qui apparaissait ce matin, qui est la question de la possibilité la possibilité qu'il n'y ait plus de génération, ni de transgénérationnel, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, quiconque advient au monde, puisqu'on fait table rase de l'origine, est un commencement absolu. Un commencement absolu. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre cette religion du tout en un et cette abolition des générations ? Une religion ou une secte ? Oui. Moi, je veux bien accepter la distinction. Oui. Oui.
Ça me semble évident. Le meilleur des mondes fabrique du même ou tend à la fabrication du même et propose la répétition mortifère dans l'illusion que ça devient synonyme de paix. Alors, il y a une dystopie satirique et même sur le registre parodique. C'est un roman de Queneau qui s'appelle La Saint-Glaglen et qui évoque et qui donc recoupe. Je ne sais pas si c'était un dessin, mais peut-être. Parce que Queneau était un romancier philosophe. Et il y a l'idée qu'on a la paix parce que c'est le beau temps fixe. Et en fait, c'est une stricte répétition. Il n'y a pas la moindre futurition, comme on dit en philosophie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines dystopies qui tournent autour de l'abolition de l'historicité, qui peut être liée justement à l'existence des générations elles-mêmes. Je crois que c'est exactement ce que décrit Huxley. C'est ce que décrit Huxley ? Oui. Oui, oui. Bon, je vais donner la parole à qui voudra la prendre dans la salle. On sait depuis Lévinas, enfin, que altérité et temporalité vont de pair. Hein. C'est ça ? Oui. La possibilité même d'une temporalité. Oui, oui. Monette, tu rappelles que la pulsion épistémophilique est la seule qui ne demande pas le renoncement. Je ne sais pas encore comment l'associer, mais ça me semble frappant aujourd'hui qu'il n'est plus exigé de renoncement. Je ne sais pas comment on peut lier ces deux affaires-là, mais il y a un truc qui se tient là. Parce qu'on peut non seulement ne plus accepter le renoncement, mais on peut vraiment le récuser. Ça n'a plus rien à donner comme importance dans son existence. Je ne sais pas si tu as des échos à ça, mais je vais passer à Pascal. Oui. Merci vraiment, parce que il y aura beaucoup de choses, puisque tout à l'heure je vais intervenir et je reprends beaucoup de choses que vous venez de dire. Par ailleurs, le renoncement et la fin de la science, elle est déjà annoncée, je l'ai annoncé dans mon petit texte, c'est que la recherche en psychiatrie, ils ont décidé eux-mêmes d'annuler cette recherche de médicaments, car elle n'est pas assez profitable. Et donc vous savez que même le diantalvic a été supprimé et donc a poussé au fentanyl et aux opiacés, parce que refaire une étude sur le diantalvic qui ne coûte rien, ils ont donc refusé de le faire et il y a des millions de morts sous fentanyl. Par ailleurs, vous avez entendu Trump qui a dit qu'il allait peut-être annuler le Doliprane. Voilà, donc c'est là où ça passe. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la pulsion que Lacan a remis en cause, la pulsion épistémologique. Je ne sais pas, je n'ai pas assez travaillé la question pour pouvoir avancer, mais enfin, elle a été remise en cause par Lacan, en tout cas par la topologie, mais en tout cas, les effets sont les mêmes dans la réalité, c'est-à-dire un affaiblissement de la recherche scientifique. Ils ont trouvé les médicaments en psychiatrie par pur hasard. L'aldol a été trouvé pour de l'anesthésie, enfin absolument incroyable, les antidépresseurs de la même façon. Et en tout cas, ils ont bien abandonné de faire de nouveaux médicaments. Voilà, c'est une nouvelle importante pour tout le monde, même si on n'est pas accro des médicaments. J'ai moi-même fait traiter, je dirais, homéopathiquement les psychotiques avec des médicaments. Et évidemment, on pousse. Et Patrick Landman veut faire une formation que je vais peut-être aider, qui est sur la déprescription, puisqu'il y a eu une inflation de la prescription qui couvre le fait que ça ne guérit pas. Voilà. Oui, à Jean-Pierre, je dirais que je suis tout à fait intéressée par ton association. Je n'y avais pas pensé.
quand on m'a dit, ça doit être il y a une dizaine d'années, la pulsion épistémophilique est la seule pour laquelle la civilisation n'exige pas de renoncement, on n'était pas exactement dans le même bain subjectif des sociétés. Du renoncement était exigé pour d'autres pulsions. Et c'est vrai qu'on peut l'entendre autrement aujourd'hui. Quant à ce que vous venez de dire, Pascal, c'est très complexe d'observer à la fois la multiplicité des passages à l'acte technoscientifique assortis du recul de la recherche fondamentale. Et pourtant, c'est vrai, la fécondation in vitro, par exemple, qui se donne comme un grand progrès scientifique, n'en est pas un. On ne soigne pas les stérilités. Les femmes qui ont eu un enfant par fécondation in vitro, puis c'est une autre question, on ne peut que s'en réjouir pour elles, elles sont tout juste aussi stériles qu'auparavant, et on n'en sait pas plus. C'est simplement un transfert de techniques qui ont fait leur preuve dans l'univers de l'industrialisation de l'élevage. Absolument. Oui. L'industrialisation de l'élevage, c'est le modèle. Oui. Depuis le 19e siècle. Oui. Et c'est là que les mots s'installent. C'est là que le mot de race mute depuis le monde agricole et dans le monde politique, puisque avant le mot race n'avait d'ailleurs pas le même sens. C'est là que le mot sélection se transfère avec l'idéal de fabrication d'animaux plus performants, plus rentables, etc., et qui aussi se transfère dans la sociographie à venir, en particulier nazie. Donc c'est quelque chose qui est... Et j'associe sur vous deux, là. Au niveau du texte de Freud sur l'humour, je la ramène un peu avec mes trucs, mais qu'est-ce que la définition par Freud de l'humour dans le texte de 29 qui est rajouté au texte sur le mot d'esprit? Il dit, l'humour, c'est à la fois reconnaître ce à quoi on n'a pas renoncé et renoncer. C'est le témoignage de ça, c'est l'adulte qui regarde l'enfant en lui. L'enfant en lui a tous les désirs et l'adulte, il sait que pas tous peuvent s'accomplir ou seront accomplis ou ont été accomplis. Et c'est ça la définition qu'il nous donne de l'humour qui est magnifique. Et ben voilà, c'est-à-dire une piste, je dirais, de pensée, c'est quand est-ce que nous serons dans une civilisation humoristique au sens noble du terme, hein, pas au sens médiatique d'aujourd'hui qui confond tout et qui met sous le nom d'humour tout et n'importe quoi. Toutes les formes de rire, comme on sait, alors que c'est un nom qui s'est construit dans l'histoire de la civilisation européenne, le nom d'humour. Ce que nous sommes en train de nous dire en dit long sur l'ambivalence des êtres humains face à la question du renoncement. Ça renvoie à aussi ce que disait, je crois, Alain Petit ce matin, sur la question de l'adulte. Oui. Oui, parce que est-ce que, puisque bon, la discussion vient de se nouer la toute dernière fin sur la question du renoncement, est-ce que est-il vrai que maintenant toutes les pulsions se valent, comme vous aviez l'air de le suggérer, ou bien demeure-t-il une certaine forme de hiérarchie entre elles, ce qui entraînerait aussi des renoncements eux-mêmes hiérarchisables, si je puis dire? Le dernier carré, c'est-à-dire ce à quoi on ne renoncerait absolument pas, est-ce qu'il est indiqué justement par la conception freudienne de l'humour? Non, c'est la satisfaction. C'est ce que vous avez appelé les gratifications. C'est ça. Mais cette gratification, est-ce qu'il y a une gratification qui, en quelque sorte, immunise contre la fascination de la gratification? Parce que l'humour, moi, dans la définition que vous rappelez,
susciter dans mon esprit une association antithétique avec la mélancolie. Parce que la mélancolie, c'est ne pas renoncer. Ah, mais l'humour, c'est le renoncement. Hein. C'est ce que dit Freud. L'humour, c'est ça. savoir renoncer. C'est ça. L'humour, Donc, c'est la capacité de dire de façon élégante, sous un trait qui est celui de, justement, le trait d'humour, le witz. oui. C'est la façon élégante de dire ce qu'on a perdu, ce sur quoi on n'aurait pas voulu renoncer, mais qu'on accepte de renoncer. Sur quoi on accepte Donc, dans de ce cas-là, renoncer. alors, ça a un lien, effectivement, avec l'être adulte. Donc, c'est Je suis ça. Je suis d'accord. Ça serait un critère possible. D'où qu'il n'est pas étonnant qu'il y en ait de moins en moins. Il n'est pas D'où qu'il n'est pas étonnant qu'il y en ait de moins en moins. Parce que ça vaut d'ailleurs... Ça devient rare. Je voudrais rajouter simplement que ça vaut aussi pour les psychanalystes. Hein. Parce qu'ils ont un rapport particulier quand même à la toute-puissance qu'il faudrait un peu élucider un peu plus loin, je trouve. D'ailleurs, j'ai été, moi, très étonné, de m'étonner, que je crois que c'est le 4e groupe qui a récemment organisé un colloque, des journées, sur les renoncements. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est pas dans n'importe quelle association ou groupe d'analystes qu'on aurait pensé à faire ça. Pourtant, ça s'imposerait, à mon avis. Eh bien, s'il n'y a pas de... Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer alors à l'intervention. Alors je bascule là-bas. Oui, oui. Ok. Si, on va mettre la clé, voilà. Et tu peux passer. Je vais t'asseoir. Je ne vais pas rester, je vais lui laisser la place.